En ce moment, je suis en train d'acheter une maison à 20 000 euros qui m'a été présentée par ma notaire et j'avais envie, suite au vote que vous avez fait sur ma précédente vidéo, de tout simplement détailler ce qui s'est passé par rapport à cette acquisition. Le tout en toute transparence, en toute tranquillité. Je suis en ce moment en Espagne. Il faut savoir que moi, je suis un sportif passionné. Je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine. Je profite de ma jeunesse, de mes 28 ans, pour essayer de pousser mon corps vers ses limites et pouvoir être le plus performant possible dans mon sport. Il faut savoir que moi, je fais du pentathlon. Donc le pentathlon, c'est 5 sports, de la course, de la natation, de l'escrime, du tir au pistolet et du parcours d'obstacles. Donc voilà, mais ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Là, je suis en Espagne pour m'entraîner, mais la question à laquelle je vais répondre, c'est comment j'ai pu trouver une maison à 20 000 euros et vous présenter ce premier projet que je vais faire en marchand de biens et comment globalement ça s'est passé. Donc je tenais à vous remercier toutes et tous parce qu'on est de plus en plus nombreux déjà sur Instagram et vous êtes nombreux à me demander à rentrer beaucoup plus dans des sujets en particulier. Et donc là, je pense que ce sujet est très intéressant. Et donc j'ai mon petit livre, mon petit cahier où j'ai répertorié tous les petits bullet points que je vais détailler aujourd'hui. Alors avant d'aller sur comment j'ai pu trouver cette maison, je pense que c'est important de vous faire un petit récap de quand j'ai commencé à investir, comment j'ai investi et pourquoi j'ai investi. Donc moi, il faut savoir que là, j'ai 28 ans, j'ai commencé à investir quand j'avais 22 ans et je me retrouve dans une situation où l'investissement immobilier me sauve un peu la vie parce que j'allais vers une carrière normale, des plus normales, policier, pas forcément épanoui, à cheval et au recrutement à Paris. Enfin, vraiment pas une vie très nice. Et en fait, l'investissement immobilier me tombe dessus et je me retrouve à me lancer corps et âme dans ce processus d'investissement et j'achète mon premier appartement avec un crédit étudiant. Donc ça, je pourrais le détailler aussi dans un prochain podcast, mais ce n'est pas l'objectif de celui-ci. Là, en 2022, du coup, je me lance et tout va très vite. Je commence à acheter un appartement, puis 3 d'un coup, puis je m'associe avec Carla. Et en fait, tout s'accélère très rapidement pour arriver à aujourd'hui où eh bien, j'ai fait des projets en marchand de biens via des SEP, donc en m'associant avec d'autres personnes qui ne veulent pas que je parle des projets qu'on a fait, parce que bien évidemment, on a gagné quand même pas mal d'argent, et puis c'est des personnes qui ne sont pas comme moi, qui préfèrent garder leur projet dans l'ombre, et je respecte totalement leur volonté, mais moi je ne pouvais pas du coup être à la tête d'une entreprise, et donc j'ai toujours fait ces projets en association. Et donc là, à l'heure actuelle, eh bien, j'ai ma société qui est constituée. Ça y est, on est en 2026 et ma société est enfin constituée. Ça a pris un temps fou pour vous expliquer. Du coup, quand on achète en marchand de biens, donc le projet que je souhaite faire, cette maison à 20 000 euros, eh bien, je souhaite la faire en marchand de biens. Et la problématique qu'il y a, c'est que, eh bien, il fallait que je constitue une SASU, donc une société à action simplifiée unipersonnelle, pour pouvoir investir et bénéficier des avantages nombreux du marchand de biens qui m'est arrivé, ce métier m'est arrivé tout naturellement en tête parce que, eh bien, en investissant dans l'immobilier, parfois, on se rend compte qu'en faisant des achats-reventes, en faisant des flips, eh bien, on gagne beaucoup plus d'argent qu'en gardant un investissement locatif qui va, lui, nous permettre potentiellement d'assurer une retraite, pouvoir nous faire un complément de revenus. Mais c'est clair que parfois, il faut 5 ans de détention en location pour avoir le même rendement que celui d'un marchand de biens. Donc, ça m'est apparu tout naturellement. Et comme je partage ma vie avec Carla et qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde sur l'aspect business, elle est vraiment très dans le livrable client. Elle adore faire des coachings, elle adore avoir ces petits appartements. Là, on est à 6 appartements, on est en train d'acheter un immeuble de 8 appartements. Elle, pour l'instant, dépasser les 20 appartements, c'est quelque chose qui lui fait peur, alors que moi, c'est vraiment quelque chose vers lequel je vais aller. Et donc, j'ai créé cette société pour me faire plaisir, pour pouvoir continuer à acheter en marchand de biens tout seul, pouvoir m'associer avec des personnes potentiellement qui ont énormément d'envie et qui veulent se développer. Mais il faut savoir que voilà, c'est important d'être aligné avec
qui on est. Et se connaître, c'est la chose la plus importante. Et moi, je me connais très bien. Et mon état d'esprit, c'est vraiment de pouvoir proposer des logements les plus attractifs possibles pour mes locataires, mais également, du coup, gagner quand même pas mal d'argent, mais le tout avec une éthique et en me dirigeant vers l'indépendance financière. Donc, le marchand de biens, ça cochait toutes ces cases et c'est pour ça que je me dirige vers cela. Donc, en 2025, pour aller sur cette maison, je souhaite continuer à développer mes investissements. Et lors d'un rendez-vous avec notre notaire, donc on a signé la vente de notre résidence principale pour laquelle on a récupéré 61 000 euros de plus-value nette. Donc bien souvent, quand on arrive à faire des flips, quand on arrive à faire prendre de la valeur à un bien, et c'était la deuxième fois qu'on arrivait à faire ce genre d'opération. On avait déjà pris 20 000 euros quand on avait revendu notre résidence principale de Joinville. Donc cumulé, ça fait presque 80 000 euros sur 2 projets en résidence principale. C'est l'information qui est, eh bien, on est performant dans sourcer des projets, dans trouver des projets qui sont moins chers que le prix au mètre carré et puis pouvoir les revendre plus cher en les optimisant avec des travaux, etc., etc. Donc en revendant notre résidence principale parce qu'on changeait de région, on allait vers Aix-en-Provence, eh bien la notaire, à la fin du rendez-vous, je lui ai posé la question si par hasard elle aurait une succession, si elle avait des biens bien souvent dans les successions, il y a parfois des donations à des associations comme le Secours catholique, le Secours populaire, comme des associations animales où des petites mamies ou des petits papis vont léguer leurs biens directement à des associations. Et donc ces associations-là, elles souhaitent simplement récupérer de l'argent. Et bien souvent, on peut tirer les prix vers le bas parce que eh bien, eux, ils cherchent tous juste à récupérer de l'argent pour l'injecter dans leurs associations. Donc là, je lui pose cette question de savoir si elle avait une succession ou des produits intéressants qui allaient arriver. Et elle m'explique qu'elle a une mamie qui vient de décéder et elle connaît très bien les 2 fils et elle me demande même si je les connais parce que finalement, c'est des personnes qui sont originaires de Narbonne. Moi, j'investis dans Narbonne, dans le département de l'Aude. Et en fait, il s'avère que la personne qui vient de perdre sa grand-mère, eh bien, j'ai été au lycée, dans le même lycée que lui. Et donc, je me dis, il y a moyen de faire affaire. Donc, je me retrouve à contacter cette personne parce que j'ai la possibilité d'avoir son numéro, la notaire me donne son numéro, rien n'est encore fait et elle m'explique qu'il y a un appartement et 2 maisons dans la succession. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà où est cet appartement et cet appartement, il est hyper bien situé, il est dans Narbonne. Donc, ce qui se passe, c'est que je contacte ce mec et en fait, ça se passe hyper bien. Lui, il est sur Paris. Et il me dit qu'il n'a pas le temps de descendre, mais par contre que son frère va descendre sur Narbonne et qu'on va pouvoir visiter ensemble l'appartement et que si je voulais, déjà, je pouvais aller me présenter à l'office notarial pour récupérer les clés de l'appartement et des 2 maisons pour aller visiter. Donc, moi, j'ai ce statut d'agent immobilier. On a une agence immobilière avec Carla qui est Audace Immobilière. Et donc, je récupère les clés. Et avec Carla, on va faire une visite, sauf que impossible de rentrer dans l'appartement. Il est hyper bien situé, c'est franchement génial. On est dans un quartier ultra premium. Et la chance que j'ai, c'est que ces personnes-là, eh bien, ils n'ont aucune connaissance immobilière et que je ne vais pas les léser, mais je vais quand même proposer un prix qui est attractif par rapport au prix du marché parce que, on le sait, on fait des affaires à l'achat. Donc là, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à aller sur place et impossible de rentrer dans cet appartement. Les clés ne fonctionnent pas. Donc, on fait une croix sur cet appartement à Narbonne qui est extrêmement bien placé, sur lequel j'ai envie de me positionner. Et donc, on prend la voiture et on part dans un village en périphérie de Narbonne, un village premium. Je ne vous dirai pas lequel, mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a un canal très connu qui passe juste à côté de celui-ci. Et on part pour visiter la maison. Donc là, c'est la chasse au trésor parce que en fait, on se retrouve dans un village qu'on ne connaît pas, avec
une indication, mais on n'a pas de photo, on ne sait pas où est où est la maison. Et donc là, on rentre dans cette propriété et on se retrouve à devoir galérer pour rentrer. Et là, c'est assez impressionnant parce que bien souvent, les agents immobiliers, ils vous le diront, mais quand vous rentrez dans un endroit où bien il y a une personne qui vient de décéder, eh bien, le temps est figé. Le temps est figé et c'est impressionnant parce que il y a encore sa liste de courses, il y a ses médicaments qui sont posés sur la table et j'ai vraiment un peu l'impression de m'immiscer dans l'intimité d'une personne et qu'elle est toujours présente et qu'elle peut réapparaître à tout moment. Et Carla, elle le vit vraiment mal ce moment-là, donc on analyse un peu cette maison, on voit qu'il y a des clés de voiture, on voit qu'il y a des clés de portail, on sort, on va sur le terrain, on voit qu'il y a un garage. Franchement, la maison, elle est super. On ouvre le garage, là, il y a une voiture à l'intérieur. Donc, vraiment, c'est une grande marque de confiance de la part des enfants de nous laisser la possibilité d'aller sur place et de faire notre estimation. Donc, tout se passe bien. Et cette maison, franchement, je me dis, génial, ça peut être un super projet. Et donc, il y a un mois qui se passe entre le moment où eh bien, on est allé visiter cette maison et l'appartement, parce qu'au final, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était cet appartement. Donc, finalement, pendant les vacances de Pâques, il y a le deuxième frère, donc, du coup, qui descend et qui vient me faire la visite. Et donc, j'essaie vraiment de comprendre parce que sur les deux maisons qu'il y a dans le village dans lequel je suis allé visiter, finalement, il n'y en a qu'une que j'ai pu aller visiter. Il s'avère que ce n'est pas la bonne. La maison que je vous ai présentée, où le temps s'était figé, eh bien, en fait, elle est partagée entre les deux frères et deux associations. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps, mais le projet reste intéressant. Et là, donc, ce qui m'explique, le frère de la personne que je connais, c'est que eh bien, l'appartement leur revient à eux parce que leur papa est malheureusement décédé et donc il leur revient directement par donation et donc eux ils ont 50% de cet appartement, 50% chacun et 50% de la maison que je n'ai pas visitée. Et donc c'est cette maison que j'achète 20 000 €, on y vient. Donc j'apprends énormément sur leur histoire familiale, qu'il y avait eh bien des problèmes de famille avec cette grand-mère et que tout ne s'est pas bien passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je sens que voilà, eux, ils n'ont aucun lien affectif avec cet appartement, aucun lien affectif avec cette maison. Et donc, je sais que je vais pouvoir leur répondre à une problématique qui est d'acheter le plus rapidement possible pour qu'ils enlèvent cette épine qu'ils ont dans le pied. Donc, la visite, elle se passe super bien. Il est nickel, il n'a pas bougé. Enfin, pendant 20 ans, cet appartement, il est resté sans aucune ouverture. Donc, finalement, il est figé dans les années 90. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même pas mal de travaux à faire. Et donc, je lui dis que je vais revenir avec une offre. Donc, je lui fais une offre par rapport à cet appartement. Et finalement, il m'explique que il va vouloir investir dans l'immobilier et que c'est un peu un cadeau du ciel qui lui tombe et donc qu'il se projette pas pour vendre, que cet appartement il est intéressant pour lui, c'est une petite surface, c'est un T2 avec un balcon et donc suite au prix que je lui propose, il se rend compte que ça va être quelque chose de rentable et qu'il va faire un crédit pour racheter les parts de son frère et avoir quelque chose de rentable. Donc l'appartement me passe sous le nez et je suis un peu dégoûté parce que eh bien, c'était un super projet et que j'allais pouvoir développer mon parc immobilier, que ce soit en marchand de biens ou en patrimonial, c'était quelque chose de super. À ce moment-là, ma société, elle n'est toujours pas constituée. Je suis toujours simplement un simple investisseur associé dans différentes SARL de famille, SAS, mais je n'ai pas ma propre société de marchand. Et donc, on se rend sur la maison, la fameuse maison, à 20 000 €. Qu'est-ce qui se passe? On arrive sur place et là, déjà, il y a un énorme Jésus qui est attenant à cette maison. Donc, un gros Jésus, comme dans les villages au doigt ou les villages du Gard. Enfin, voilà, il y a un énorme Jésus qui trône juste devant la maison et qui a un pieu qui est
rattachés à cette maison. Donc déjà, c'est assez impressionnant. Et donc, on rentre. Et là, il m'explique que la maison a été louée encore il y a 6 ans. Donc, en visitant, on se rend compte qu'on se demande comment les personnes ont pu vivre dans un endroit aussi pourri, parce que mine de rien, c'est franchement dégueulasse. Il y a énormément de choses à refaire. C'est une maison qui est figée, j'aurais dit même dans les années 60. C'est une maison de village sans extérieur, sans rien. Et donc, on rentre, un grand salon, une cuisine pas du tout équipée dans la deuxième pièce, et on voit un escalier qui mène du coup au premier étage. Et là, il y a 2 grandes chambres de 15 mètres carrés, mais tout est sale, tout est crado, rien de top. Et une salle de bain dans son jus. Enfin, franchement, c'est impossible de devenir locataire ou de faire quoi que ce soit dans cette maison. Et donc moi, je reste stoïque. Je n'avance pas de positif comme de négatif. Je visite de manière la plus factuelle possible, en filmant comme d'habitude. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand vous faites des visites, de vraiment prendre le temps de filmer, parce que bien souvent, on laisse beaucoup d'émotionnel dans les visites, surtout quand c'est les premières, et en posant des questions à la personne qui vous fait visiter, vous allez pouvoir avoir de nombreux leviers de négociation. Donc là, on fait la visite, on rigole, enfin, franchement, il y a une bonne vibes avec le frère. Et donc, il m'ouvre la trappe pour monter dans les combles. Et en fait, on découvre des combles, mais magnifiques, avec certes un petit problème sur la toiture, donc une petite tuile à refaire. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que ces combles-là, il n'y a pas d'extérieur, il y a la possibilité de faire potentiellement une terrasse tropézienne. Donc là, ce qui est important, c'est de tout garder en tête, de ne pas forcément mettre en avant les points positifs, et de faire une étude la plus factuelle possible. Donc voilà, la visite se fait, il me ramène en voiture, on déconne sur le fait que franchement, la maison, et lui il la découvrait, moi je la découvrais, et franchement c'était un bon petit moment. Mais ni plus ni moins, moi en tant que pro, je me dis, je vais pouvoir fixer mon prix, je vais pouvoir leur proposer quelque chose, et si ça passe, c'est bien, si ça passe pas, c'est pas grave. Mais donc voilà, on est sur une maison de 70 mètres carrés avec un petit problème de toiture, avec un bel aspect général, parce que les murs ils sont nickel, franchement la structure elle est au top. On sent que c'est une maison qui est là depuis longtemps, parce que du coup il y a un Jésus qui trône devant. Bref, rien de très fou, mais je me dis que si j'arrive à tirer le prix vers le bas, eh bien, comme toujours, les affaires, on les fait à l'achat. Et donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. En rentrant à Narbonne, du coup, je me pose et je pose les chiffres. Je fais une analyse du village, je fais une analyse de ce qui se vend, je vais sur DVF pour savoir les dernières ventes qui ont été réalisées. Ça, c'est vraiment hyper important. DVF, c'est un site internet qui vous permet d'avoir énormément d'informations. Et donc, je me retrouve à tout analyser, à passer bien 2 heures sur les propositions de vente qu'il y a actuellement, voir ce qui se fait aussi dans les villages alentours, parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses qui se vendent. Et je traque tout ce qui s'est passé sur les 3-4 dernières années. Et je me permets de lui envoyer un mail directement avec l'offre, une offre à 20 000 euros. Il me rappelle, et donc là, on en discute, et finalement, il m'explique que l'appartement, il veut le garder, mais que la maison, il n'y a aucun problème, il s'est entretenu avec son frère. Et donc, en 2 heures de travail, je viens de proposer une offre à 20 000 euros qui est acceptée. Donc ça, c'est un peu la morale de l'histoire, c'est de se dire que si j'avais pas demandé à la notaire, si j'avais pas pris le temps d'aller visiter avec ce mec-là, si j'avais pas pris le temps d'analyser, si j'avais pas pris le temps d'envoyer cette offre, rien ne se serait passé. Donc, moi, ma vision des choses par rapport à ce projet-là,
c'est que je ne compte faire aucun travaux dedans. Je compte simplement l'acheter, vider un petit peu la maison et la mettre en revente. Et je ne sais pas combien j'estime, si je le sais, combien j'estime la revente. Pour l'instant, je ne préfère pas en parler publiquement. Je vous ferai un débrief là-dessus. D'ailleurs, je vous laisse commenter sur YouTube la valeur à laquelle vous pensez que je vais la revendre. Ça peut être intéressant. Mais là, moi, ma vision des choses, c'est vraiment j'achète, je débarrasse et je revends. Et je m'en occupe pas. Je le mets en vente directement auprès d'une agence immobilière. Moi, j'ai juste sourcé le bien et je le revends à une personne qui sera intéressée pour faire des travaux, pour, j'en sais rien, pour établir une résidence secondaire. Peut-être qu'elle sera ultra chrétienne ou catholique et qu'elle sera très contente d'avoir un Jésus sur la devanture de cette maison. Mais moi, le fait est que je m'étais mis, bien évidemment, une négociation en place. J'étais prêt à remonter quand même de ces 20 000 euros parce que, mine de rien, si on achète un bien très peu cher, on a peu de chances de se planter. Et donc, je me retrouve à me positionner avec la marge espérée, la marge nette, la marge brute. Mais moi, je ne compte pas du tout mettre ma décennale en place parce que quand on fait des projets de marchand de biens, il faut savoir que si on touche à la structure du bâtiment, que ce soit élec, que ce soit plomberie, que ce soit structure globale, on est responsable pendant les 10 années qui suivent parce que marchand de biens, c'est un métier. Et donc voilà, moi, ma logique, c'est simplement des chiffres pour le coup. C'est simplement de la spéculation et c'est gagner de l'argent. Et j'ai aucune honte à le dire. J'ai trouvé un projet, des personnes ne veulent pas le vendre. Moi, je prends cette responsabilité de l'acheter, de débarrasser et de revendre bien plus cher. On verra ce qui se passe, mais ce sera ma première opération avec ma SASU. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à la stratégie et les chiffres. Malheureusement, je ne peux pas trop rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que je l'ai acheté 20 000 euros. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que derrière, il se passe énormément de choses. Là, en ce moment, donc la société a mis énormément de temps à se constituer parce que du coup, j'avais un problème sur le siège social. Moi, tous mes investissements sont sur Narbonne. La création de la société, elle, se fait sur Aix-en-Provence parce que le dirigeant, moi, est sur Aix-en-Provence et donc j'ai l'obligation de le mettre à mon lieu de résidence et mon lieu de résidence est en location et je n'étais pas forcément d'accord avec l'agent immobilier, avec l'expert comptable qui me conseille et finalement ça a pris un peu plus de temps, le temps que tout se passe entre les différents tribunaux, le greffe, etc. Mais là, ça y est, j'ai cette SASU qui est constituée. Par rapport au processus d'achat, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis jamais déplacé sur place. J'ai tout fait par procuration. Donc, j'ai signé en personne physique, en tant que Valentin Grésandet. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce que quand on signe en société, on n'a pas la possibilité d'avoir le délai de rétractation, surtout quand on fait une offre comptant. Donc là, moi, quand on apporte l'argent directement, on n'a pas ce délai de 10 jours de rétractation qui est permis par le code de la consommation. Et donc là, j'ai signé en personne physique avec une clause de substitution à une personne morale, le temps que ma société se constitue. Donc il y a eu énormément de temps qui s'est passé entre le moment où j'ai signé et le moment où je deviens propriétaire. Je vais devenir propriétaire le 19 janvier. Là, on est le 14 janvier quand je tourne cette vidéo. Et le 19 janvier, il y a la signature qui va se faire à distance. Moi, je serai à Barcelone à ce moment-là. C'est l'étude notariale qui va signer en mon nom. Moi, là, ce qui se passe, c'est que j'ai une clause de pré-commercialisation également. Donc, c'est-à-dire que j'ai une agence immobilière qui est allée sur place, qui est allée visiter, qui est en train de faire les estimations. Moi, je sais le prix auquel je veux le vendre, mais je vais être raccord avec l'agence immobilière qui va se charger de la revente. Donc, il était important pour moi de laisser des agences aller sur place et avoir l'exclusivité parce que c'est une agence qui m'amène énormément de biens. C'est l'agence qui m'a
fournit l'immeuble à 410 000 euros. Donc c'est hyper important de manger, de gagner de l'argent, mais aussi de savoir faire manger les personnes qui apportent des projets qui sont rentables. Là, je suis hyper excité déjà par l'achat, me dire que ça va être le premier achat que je fais complètement à distance, sans rencontrer les propriétaires, ni lors du compromis de vente, ni lors de la remise des clés. Les clés, je ne vais même pas aller les chercher. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'agence immobilière qui puisse gérer tout à distance. Et voilà, donc c'est un projet des plus basiques, c'est un flip le plus express possible. Là, on est le 14 janvier, il va y avoir des visites entre le 14 et le 19 janvier. Moi, si je peux porter le projet sur quelques heures, c'est-à-dire avoir dès maintenant, dès cette semaine, une proposition d'achat, c'est génial. Parce que j'ai injecté 20 000 euros de mes fonds propres, plus les frais de notaire, et c'est important que je puisse les récupérer le plus rapidement possible pour pouvoir partir sur d'autres projets, me faire ma marge et gagner de l'argent. Donc voilà par rapport à ça. Et il y a un point aussi hyper important sur le processus d'acquisition. Ce qui m'est arrivé, c'est que comme c'est mon premier achat, la clerc de notaire qui rédigeait l'acte n'avait pas mis la clause de revente sous 5 ans. Quand on est marchand de biens, c'est hyper important d'avoir cette clause dans, en tout cas, le projet d'acte final qui t'oblige, en tant que marchand de biens, à revendre sous 5 ans et qui te permet d'avoir les frais de notaire qui baissent drastiquement. Donc là, moi, à la base, je devais rajouter 21 842 euros comme appel de fonds pour que le jour de la vente, le 19 janvier, je puisse avoir la maison qui m'appartienne. Et finalement, en analysant le projet global, j'ai envoyé un petit message, un petit texto à la clerc de notaire qui avait rédigé le projet en lui disant « Je pense que là, il y a une petite erreur. Les frais de notaire, ils sont pas en marchand. » Donc là, j'ai eu la bonne surprise de passer de 21 842 euros à 20 602 euros. Donc j'ai économisé l'équivalent de 1 200 euros simplement sur des frais de notaire parce qu'on passe de 7,5% à l'équivalent de 2,93% en marchand de biens, ce qui est énorme. Donc c'était le premier épisode très factuel de ce qu'il en est. J'ai essayé d'être le plus organisé possible en faisant des parties 1, partie 2, partie 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais continuer à partager, à essayer d'être le plus transparent possible. Là, c'est un projet exceptionnel, c'est un projet qui sort de l'ordinaire, mais tout ça, ça n'aurait jamais été possible si je ne m'étais pas bougé le cul. Donc voilà, c'est accessible, il faut avoir la bonne méthode, il faut pouvoir aller sur le terrain, il faut pouvoir faire des choses, mais c'est quelque chose que moi, j'enseigne au quotidien, c'est quelque chose que je partage aux personnes qu'on accompagne avec Carla, avec les membres de mon équipe, de pouvoir vraiment se dire, des personnes qui souhaitent investir, ils n'ont pas besoin de trouver des projets à 20 000 euros parfois. Il faut juste aller dans la bonne direction, savoir pourquoi on fait les choses, mettre ses objectifs sur papier et mettre les actions en place. Voilà, donc on accompagne des personnes partout en France. C'est la plus belle chose que je peux faire parce que au final, servir moi mes intérêts en tant que marchand de biens, ouais, c'est génial. Cette année, je vise de faire entre 200 et 250 000 euros de marge parce que des projets, j'en ai énormément. J'ai des personnes qui me proposent énormément de projets rentables. Là, sur cette maison, ça va être le premier projet qui va être rentable, j'en doute absolument pas. Donc voilà, si je partage tout ça, c'est que je sais que c'est possible, même en partant de zéro. Moi, je suis parti de zéro avec mon petit prêt étudiant. Maintenant, j'ai mon million de patrimoine et je vais continuer à partager, à vous expliquer ce qui se passe. Je vais essayer de continuer à structurer. Je vais continuer à partager au maximum ma vision des choses par rapport à l'immobilier. L'immobilier sans bullshit, l'immobilier avec des chiffres. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, on se dit à très bientôt. Peace.